touch. Comment la technologie se met au service du patrimoine pour offrir une nouvelle expérience aux visiteurs et plus largement, comment elle permet au patrimoine culturel français de se développer au-delà des frontières. Ce sont aujourd'hui nos deux angles de notre discussion. Et pour en parler, donc Anne-Sophie Brault de l'Institut français, responsable du pôle appui au centre numérique, Bruno de Samorera, fondateur et CEO d'Histovery, Déborah Papernik, SVP Strategic Alliance chez Ubisoft, et Frédéric Mazelli, directeur de la programmation culturelle de La Villette. Donc pour commencer, on positionne l'innovation dans le secteur culturel comme outil de démocratisation de cette culture. La France, elle bénéficie d'une expertise reconnue, liée à son histoire, liée à son patrimoine. Ça offre un terreau fertile à nos innovations technologiques, une forte légitimité. Et la crise du Covid a aussi été un réel accélérateur pour ces innovations. Donc je me tourne vers vous tous. Comment, selon vous, la technologie permet-elle de réinventer l'expérience et de favoriser cette démocratisation dans la culture ? Peut-être Bruno pour commencer. Bonjour à tous. Donc oui, la technologie, elle peut rendre un service réel à la culture, et c'est ce qu'Histovery essaye de faire avec le concept de la visite augmentée, où il s'agit d'accueillir mieux le visiteur bien réel, dans un lieu de visite bien réel, le musée, le monument, ou l'exposition temporaire, comme vous avez un exemple à l'écran, qui est l'exposition temporaire qu'on a installée à l'exposition universelle de Dubaï, en ce moment même, sur le pavillon France de l'expo universelle, et où dans un espace de l'ordre de 150 mètres carrés, le visiteur va voyager dans le temps et découvrir des très riches heures de la cathédrale Notre-Dame de Paris, depuis le XIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, où on va aussi lui expliquer le chantier en cours de sa reconstruction et les enjeux derrière. Donc cette expérience d'exposition, ici vous avez vu brièvement le sacre de l'empereur en 1804, là une explication de comment les bâtisseurs édifient les voûtes, ici Viollet-le-Duc et sa fameuse flèche qui malheureusement va brûler. Mais ces expériences qui ont lieu dans le cadre d'une exposition temporaire, ce sont les expériences qui pourraient avoir lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris si elle était ou quand elle sera réouverte au public. Donc aujourd'hui, Histovery propose la visite augmentée dans une vingtaine de lieux de visite, comme le château de Chambord, comme le palais des papes d'Avignon, comme la conciergerie de Paris, plus près de nous. Et finalement, il s'agit de faire plusieurs choses. Il s'agit de réenchanter ce temps de visite, puisqu'on va donner à voir ce qui est invisible, et en premier lieu le passé disparu. Donc ça rend beaucoup plus intéressant le présent, surtout quand il est nu. Et puis, on va le rendre accessible à tous. Donc, on parlait d'accessibilité, c'est un élément très important, c'est-à-dire que c'est une solution universelle qui n'exclut pas, même si à première vue, on pourrait le penser, ça n'exclut pas du tout les seniors. Au contraire, tout le monde a compris qu'il fallait cliquer sur un écran pour acheter un café sur l'autoroute. Donc, avoir un écran et cliquer pour savoir qui est le personnage ou quelle est l'œuvre, tout le monde y arrive. Et comme tout est fait pour que ce soit fluide et intuitif et fun, ça engage le visiteur très vite dans cette démarche. Donc l'accessibilité, elle est aussi pour les publics qui en ont besoin. On a des versions pour les malentendants, les malvoyants, les personnes à mobilité réduite. Elle est bien sûr pour nos amis étrangers qu'on veut faire revenir encore plus après la crise sanitaire. Et c'est un outil au service de la culture ici française, donc c'est un outil French Touch, pour mettre en valeur notre patrimoine, plus et mieux, auprès des visiteurs qui viennent du monde entier, ou alors pour l'exporter dans le monde entier, au contact de visiteurs qui, pour l'instant, ne peuvent plus venir, et les inciter demain à venir ou revenir. Voilà. C'est une longue réponse. Mais... Peut-être en transition, Déborah, avec l'exemple d'Ubisoft. Oui, alors, Ubisoft, d'abord, dans le jeu vidéo, on a des jeux qui sont d'abord là pour le fun, pour le divertissement, mais on fait bien plus que ça. Et comme on a quand même beaucoup de jeux qui se passent dans des périodes historiques, on travaille toutes ces périodes historiques avec des historiens, des experts qui nous permettent de recréer des périodes qui sont assez proches de la réalité historique, géographique, sociale. Et donc, on a ces mondes qui sont incroyables. Et les joueurs peuvent apprendre des choses à l'intérieur des jeux, donc se rapprocher du patrimoine à l'intérieur des jeux. Mais pour les non-joueurs, ou pour compléter ce que
les choses auxquelles peuvent avoir accès les joueurs, on a aussi inventé les Discovery Tours. Donc ça a commencé avec Assassin's Creed Origins sur l'Égypte, et puis on l'a fait sur la Grèce, et plus récemment sur les Vikings. On reprend le monde qu'on a créé pour le jeu vidéo, et on en fait une version pédagogique, où on enlève tout ce qui est lié au gameplay, au jeu vraiment. Donc il n'y a pas de combat, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de pression du temps, il n'y a pas de performance. Et on est là dans la visite virtuelle, et ça c'est travaillé avec des historiens et avec des profs. Et puis ces Discovery Tours, ils sont accessibles pour les gens à la maison, mais ils peuvent aussi être accessibles dans les musées. Et par exemple, actuellement, on a tous les musées qui font des expos sur l'Égypte nous demandent le Discovery Tour pour que les visiteurs puissent aussi avoir une expérience ludique et une expérience qui leur permet de voyager dans l'Égypte, dans une Égypte qui est vivante. C'est pas seulement voir des objets ou voir des films, c'est se balader à l'intérieur de ce monde-là. Et c'est vrai qu'on apprend plus si on voit les choses se passer autour de nous que si on ne fait que les regarder avec la distance qu'on peut avoir sur du documentaire classique, par exemple. Après, il y a plein d'autres choses qu'on va faire tourner, mais il y a plein d'autres choses, et je vais peut-être passer la parole là, parce qu'on a... Rien qu'en parlant du Discovery Tour, on travaille avec la Villette sur les microfolies. Donc, je passe la parole. J'ai un micro. Les microfolies, donc je l'explique en quelques mots. C'est un dispositif qu'on a imaginé en 2017. On le déploie on le pilote finalement pour le ministère de la Culture. On s'est appuyé avec un partenariat avec les plus grands musées nationaux d'abord. On a commencé à travailler avec les musées nationaux, donc le Louvre, le Centre Pompidou, l'Opéra de Paris. Il n'y a pas que des musées, il y a aussi des œuvres du spectacle vivant. Et donc qui sont des œuvres numérisées. Et donc le dispositif est très simple, et c'est son atout majeur, c'est qu'on peut le mettre dans des médiathèques, dans des zones qui sont en général faites justement pour aller sur la ruralité, dans les territoires. C'est vraiment un outil de démocratisation dans les zones préurbaines. Et donc ça permet une accessibilité, parce que nous on croit beaucoup à la fois à pouvoir approcher des œuvres numérisées dans des très bonnes qualités, c'est-à-dire qu'on peut voir les détails sur un tableau comme la Joconde par exemple, qu'on ne pourrait pas voir quand on irait la voir quand on va la voir au Louvre par exemple, parce qu'en général on est un peu gêné par les spectateurs, les visiteurs qui sont devant. Là on peut vraiment zoomer avec des tablettes, on peut zoomer les détails, etc., et rentrer vraiment à l'intérieur. Donc ça, on a plus de 1000 œuvres maintenant numérisées. Et puis les collections s'augmentent un petit peu au fur et à mesure. Et donc on peut très bien, quand on est un prof par exemple, et avec une classe, on peut très bien venir avec sa classe, faire une sorte de playlist, prendre un thème par exemple, les impressionnistes, entre les femmes artistes du XIXe siècle par exemple. On prend ces 20 tableaux et ensuite on rentre dans le détail. Les conservateurs des musées ont fait un travail de préparation, de documents, etc., qui permettent d'expliquer un certain nombre de choses qui vont aider les profs à pouvoir faire la médiation. Et on croit beaucoup à cette relation qu'il y a à la fois avec le numérique, mais en même temps aussi en groupe, en expérience de groupe avec sa classe ou un groupe qui a été fait par un animateur, etc. Donc on le développe sur l'ensemble du territoire. On en a à peu près 200 aujourd'hui. Effectivement, on a ouvert il n'y a pas longtemps celle de Villeneuve-Saint-Georges, qui a marqué aussi le début d'un partenariat avec Ubisoft sur le Discovery Tour, puisque du coup on augmente toutes ces œuvres-là du patrimoine national. On augmente aussi à travers un certain nombre d'expériences qui sont faites à travers, par exemple, le Discovery Tour, qui sont des décors de jeux vidéo finalement, qui permettent une expérience un peu différente à travers l'Égypte ou à travers les Vikings, etc. Et cette expérience-là, au fur et à mesure, on va la déployer de plus en plus. On l'a déployée dès le départ à l'international, en s'appuyant notamment sur le réseau des instituts français. Et donc ça permet effectivement de valoriser le patrimoine national aussi à l'étranger, mais on va ajouter des collections petit à petit avec des partenariats de musées, des musées locaux, à chaque fois dans les villes qui ont des musées. Chaque ville en général a un ou plusieurs musées, et donc au fur et à mesure on peut ajouter des collections au fur et à mesure. Donc voilà, on a en prévision 1000 microfolies à ouvrir dans les prochaines années. C'est l'objectif qu'on nous a donné. Et on en a 200 aujourd'hui. Voilà, on a été un peu ralenti par la crise sanitaire, mais c'est reparti là, et on en ouvre tous les week-ends à peu près 5 ou 6. Donc voilà, c'est en vitesse de croisière. Ce que j'ai trouvé formidable, parce que j'étais à l'inauguration du partenariat à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, c'est pas une banlieue très favorisée. Et ce qui est génial, c'était quand je discutais avec le maire de la ville, il me disait, mais en fait, les scolaires viennent avec leur maîtresse en semaine.
et puis ramènent leurs parents le week-end. Et c'est un lieu qui est gratuit, c'est un lieu qui est accueillant. On a des médiateurs qui sont très très bienveillants avec les élèves et avec les familles. Et c'est encore plus formidable quand c'est dans des lieux où les populations sont plutôt éloignées de la culture. Donc c'est le cas là, mais il peut y avoir des gens qui ont envie de culture et puis qui n'ont juste pas de musée. Il y a des villages en France où il n'y a pas de musée à 200 km à la ronde. Et bien grâce aux Microfolies, c'est le musée qui vient à eux. Et en réalité, vous êtes chez vous, vous pouvez taper la Joconde. Vous pouvez taper n'importe quel tableau et puis vous verrez la Joconde. Vous pourrez avoir une visite de Versailles si vous voulez, etc. Mais c'est quand même pas pareil que si on va dans un lieu avec sa classe ou avec ses parents et qu'on a une expérience, même si elle est digitale. Mais le fait que ce soit dans un lieu, c'est différent. Je rebondis, mais je ne vais pas prendre la parole. Non, je vais être très bref, mais sur ce que je retiens le mot que tu as dit tout à l'heure, tu as dit vivant et tu as dit balade. Finalement, qu'est-ce que la famille, le week-end, pour respirer et, je dirais, s'exposer à la culture, a envie de faire? Elle a plus envie de sortir de chez elle que de s'asseoir dans son canapé et de cliquer. Donc, il y a une dimension humaine, simple, physique, qui est de s'engager dans un parcours de visite, dans des actions diverses et variées. Et je crois qu'effectivement, aussi bien Microfolies, quand vous allez au contact du visiteur ou l'Histopade à sa façon, c'est ça. Il reste quelque chose à faire. Et on est engagé avec un environnement culturel permanent, un musée, un monument, ou éphémère. Peut-être juste avant de passer à Anne-Sophie, sur cette partie engagement, est-ce qu'on pourrait un peu amplifier sur le côté gamification de vos solutions et le côté qui touche un peu aux cinq sens, aux émotions, pour justement favoriser cet engagement du public? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est quand le digital il vient compléter une expérience physique. Donc vous avez bien compris, hein, nous on parle de ce qui se passe dans des lieux et pas les gens chez eux. Mais si on revient sur les expositions tout à fait traditionnelles, qu'elles soient complètement traditionnelles, qu'elles soient, comme je sais pas, ou des musées, les Invalides, des choses comme ça. Mais on peut aller apporter, grâce au digital, un engagement supplémentaire par une expérience qui va faire que le spectateur il va être engagé dans sa visite et ça va devenir un moment beaucoup plus mémorable. Moi, quand j'ai visité les Invalides, je pense que j'avais 12 ans, je suis allée avec mes grands-parents, ça a duré 20 minutes. J'ai un vague souvenir, mais en tout cas, c'était pas un moment très mémorable, à part que c'était sympa parce que j'avais mes grands-parents avec moi. Mais voilà, c'est tout. C'était comme n'importe quel autre musée. Quand j'ai visité les Invalides il y a 2 ans, j'ai emmené mes enfants et on l'a fait dans le cadre de l'escape game Assassin's Creed aux Invalides qui dure 1h30, où on était sur un escape game en réalité augmentée. Et ben, c'était un moment mémorable parce que c'était un moment où on a partagé quelque chose. On a passé longtemps dans ce lieu-là, alors que normalement les Invalides, en 20 minutes, c'est plié. Ben là, on y a passé longtemps. On s'est intéressé vraiment aux sculptures, aux tableaux. On est monté, descendu plusieurs fois. On a eu accès à des endroits qui sont d'habitude fermés au public. Et ils s'en rappelleront, j'espère, différemment de la visite que j'avais pu faire moi. Donc en fait, ça peut venir compléter. On le fait aussi on l'a fait avec de la réalité virtuelle et l'exposition Cité millénaire à l'Institut Monde Arabe, on le fait avec l'exposition Pompéi. Donc en fait, il ne faut surtout pas mettre en contradiction patrimoine et digital, mais considérer que le digital peut venir augmenter l'engagement. La gamification, pour moi, et tu en verras peut-être, elle est presque secondaire, elle n'est pas obligatoire. Il y a des moments où on n'a juste pas envie de jouer, c'est pas obligatoirement ça. Mais le digital peut venir faire soit apporter du contenu supplémentaire, soit apporter une émotion supplémentaire. Anne-Sophie, peut-être sur ta vision du marché, justement, okay. Alors, juste peut-être en introduction, pour vous dire un tout petit mot sur l'Institut français, donc, qui est l'opérateur pour l'action culturelle extérieure de la France, sous l'égide du ministère de la Culture et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on travaille en étroite coopération avec le réseau culturel français à l'étranger, dans tout ce qui est Institut français, Alliance française, services culturels et d'ambassade, à promouvoir la culture et la langue française et à favoriser les échanges entre professionnels français et étrangers. Alors pourquoi, côté Institut français, on est venu à s'intéresser à la médiation
culturelle via le numérique. C'est comme le disait Anne, effectivement, en introduction, la France bénéficie d'une vraie reconnaissance et légitimité qui tient tout à la fois à son histoire muséale, patrimoniale et touristique. Et les acteurs français, on le voit ici, développent une riche palette de contenus, de services, de dispositifs numériques qui permettent d'enrichir l'expérience des visiteurs et de valoriser des sites touristiques et patrimoniaux. Et donc, voilà, il y a un vrai intérêt des professionnels de la culture en France, mais aussi à l'étranger. Et ces professionnels, je pense notamment aux musées, se tournent justement vers ces nouvelles propositions, souvent avec quatre grands objectifs. Il s'agit d'une part pour eux, en fait, de développer de nouveaux publics, d'aller à la rencontre de nouveaux publics, de préparer la visite, de mieux accompagner les visiteurs pendant l'expérience de visite. Et là, je pense par exemple à des chatbots culturels qui ont pu être mis en place comme Askmona, à toutes des séries d'applications qui permettent de préparer, de poursuivre la visite ou qui vous guident pendant que vous êtes dans le musée. Le deuxième objectif, et on l'a vu avec des expériences notamment avec Histovery, c'est effectivement maintenant les musées développent de plus en plus d'expériences immersives et interactives. Et là, c'est vraiment un axe très fort qui se développe maintenant dans tous les musées du monde. On a vraiment des pépites françaises. Hein. Là, on en voit aujourd'hui, mais je pense aussi à des acteurs comme Novelab, Emissive, Lucid Realities, etc., qui sont vraiment à la pointe de ce qui peut être proposé dans les musées en termes d'expériences immersives. Après, effectivement, il y a vraiment le côté très interactif, et on peut revenir à ce qu'on évoquait, effectivement, la dimension aussi jeu. Effectivement, il y a des acteurs qui développent des jeux vidéo exprès pour des musées. Effectivement, ça peut être des escape games ou des chasses au trésor interactives pour découvrir des sites. Ça se fait de plus en plus. Et le quatrième, grande utilisation aussi du numérique dans le patrimoine, il y a vraiment aussi cette dimension conservation et pouvoir aussi transmettre un patrimoine qui parfois disparaît aux générations futures. Et ça, c'est rendu possible notamment grâce à la numérisation 3D. On a de très grands acteurs français, que ce soit Iconem, Art Graphique et Patrimoine, qui sont vraiment des grands spécialistes reconnus au niveau international en termes de numérisation 3D. Et d'ailleurs, Iconem que connaît bien Déborah, puisque effectivement, ils sont à l'origine de l'exposition Cité millénaire qu'elle vient de citer. Donc, on voit vraiment une richesse, une palette de savoir-faire français que nous, on souhaite valoriser, exporter à l'international. C'est pour ça que l'Institut français a sorti l'année passée un catalogue qui est consultable sur le site de l'Institut, qui s'appelle Digital Mediation and Cultural Innovation, qui présente une 60aine de structures françaises actives dans le champ de la médiation culturelle numérique afin d'exporter ses talents, ses savoir-faire à l'international. Et cette année, on passe à une nouvelle étape puisqu'on va lancer demain un site qui s'appelle IF Digital, le site de la création numérique française, un site complètement bilingue qui va présenter à la fois le meilleur des créations et des professionnels de la création numérique française. Et on va bien sûr y présenter les acteurs français qui travaillent dans le champ de la médiation culturelle numérique, avec vraiment l'idée de favoriser l'export de ces savoir-faire et de ces expertises et d'encourager les collaborations internationales. Enfin, on le voit, et d'ailleurs, ils témoignent tous, les Microfolies s'exportent, Histovery s'exporte, Ubisoft, ça fait très longtemps qu'il s'exporte. Et on voit que la France, vraiment, l'expertise française dans le champ de la création numérique est reconnue. Et vraiment, on souhaite, avec l'appui du réseau culturel, de toutes ces représentations qu'on a à travers le monde, faire connaître vraiment ces talents. Elle est reconnue, elle a une forte légitimité. Comment on la fait rayonner encore plus, justement, cette French Touch dans la culture et le patrimoine? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les freins? Alors, pour moi, il faut... dans le jeu vidéo, on ne pense pas export, en fait. C'est un mot qui n'existe pas vraiment. C'est natif. C'est natif. Parce qu'en fait, développer un jeu, c'est en gros... un gros jeu, je parle d'un Assassin's Creed, un Far Cry, un truc comme ça dure 4-5 ans, ça mobilise jusqu'à 1000 personnes, ça coûte 100 millions rien qu'en dev, et il faut ajouter le marketing, etc. Donc en fait, c'est juste énorme, c'est impossible
à rentabiliser sur un pays. Et d'ailleurs, même les équipes de développement, elles sont à l'international. On peut avoir 10-15 studios dans le monde qui travaillent ensemble. Et donc, on a des équipes qui sont culturellement très, très variées pour développer les jeux, et donc elles développent pour l'international dès le départ. Ça n'empêche qu'on peut traiter des sujets qui sont locaux. Nous, on n'y connaît rien en France à la Révolution américaine. C'est même pas au programme scolaire. Enfin, moi, je ne me rappelle pas avoir étudié ça au programme scolaire. N'empêche qu'on a un Assassin's Creed qui est sur la Révolution américaine et qui a fonctionné partout dans le monde. Et à l'inverse, quand on fait la Révolution française, ça fonctionne aussi partout dans le monde. Voilà, donc en fait, pour moi, c'est cette dimension-là. Et pour donner un exemple, par exemple, sur les Vikings, quand on a travaillé sur Assassin's Creed sur les Vikings, c'est pas un sujet très français, ça. Donc, les experts, on les a pas tellement trouvés en France. On les a plutôt trouvés dans les pays nordiques et en Angleterre. Et puis, quand on a travaillé sur le Discovery Tour sur les Vikings, eh bien, on s'est rapproché de nouveau de ces institutions en disant bon, maintenant il nous faut du contenu, encore plus de contenu et du contenu encore plus pédagogique. Et là, on a monté des partenariats pour le Discovery Tour avec des grosses institutions culturelles anglaises, avec le Hampshire Cultural Trust, avec plusieurs institutions qui vont elles-mêmes s'emparer du Discovery Tour et le mettre dans leur musée, dans leur parc. Ils ont des parcs d'attractions vikings aussi, etc. Et puis on va même faire des projections immersives issues de nos contenus pour venir transformer des expos classiques en expos immersives. Et puis on va faire des visites de villes un peu gamifiées avec de la réalité augmentée, justement à Winchester et des villes comme ça. Donc en fait, c'est aussi dire, je ne vais pas juste créer en France et essayer d'exporter, mais je vais aussi essayer d'aller créer avec d'autres gens, créer à l'international pour avoir ce rayonnement. Pardon, c'est le pouvoir de l'image. Vous savez que l'image va dire plein de choses. Tweet en direct. Mais j'avais envie de répondre. Par exemple, ça c'est tout bête. Mais ça fait que ça existe, la French Touch. Donc la French Tech, elle avait son coq rouge. Ce petit coq orange, l'air de rien, il va beaucoup nous aider. Parce que moi, je vois, notamment quand je voyage à l'international ou quand on intervient sur des salons ou dans des conférences, les gens nous parlent de la French Tech. Ils savent ce que c'est parce que elle est symbolisée. Elle est... Donc, merci à la BPI. C'est l'occasion de le dire. Merci. Mais voilà, ça existe. Donc, pour la faire rayonner, ensuite, ce genre d'événement. Donc, de faire des événements French Touch, c'est une très bonne idée. Et peut-être, grâce aux instituts français, on pourra en faire aux quatre coins du monde. Mais typiquement, le format est très bon pour en parler. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, tu demandais quels étaient les freins qui pouvaient exister actuellement. Là, on voit bien, il y a une très forte innovation, très forte expertise. Après, on est... alors, je ne parle pas d'Ubisoft, on est des fois sur des structures qui ne sont pas non plus de très grande taille, qui des fois sont extrêmement engagées, mais qui des fois manquent de temps pour vraiment se développer, parce que ça prend du temps d'aller se développer à l'international, de prendre ce temps d'explorer les différents marchés. Donc il y a aussi des fois un peu un effet d'échelle. Et justement, c'est en lien avec ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est justement de travailler ensemble. On voit bien qu'on est plus fort ensemble, et c'est effectivement, pour rebondir, d'où l'intérêt d'initiatives comme la French Touch, c'est justement se dire, pour des fois se positionner sur des fois des appels d'offres internationaux, des gros marchés. C'est pas une start-up qui va pouvoir se positionner, c'est un regroupement d'acteurs qui vont mettre ensemble leur expertise pour pouvoir proposer un projet global. Et ça, je pense que c'est vraiment en favorisant le dialogue entre les acteurs français qu'on va pouvoir être en capacité aussi de porter des projets extrêmement ambitieux à l'international. Non, tout à fait. Sur la partie French Touch, c'est vrai qu'on parle souvent, c'est pas forcément une expression très jolie, mais chasser en meute, que ça soit après d'un point de vue capitalistique, un regroupement capitalistique d'entreprises ou commercial, simplement pour une offre un peu bundle, c'est quelque chose qui en effet faut pousser pour être plus fort, quoi. Oui, parce qu'on voit bien, par exemple, ceux qui ont eu le temps de visiter les 4 niveaux là aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus marrant d'inviter un prospect
ou un contact aussi bien en France qu'à l'international en lui disant tu vas voir de la mode, tu vas voir du cinéma, tu vas voir de la musique, tu vas voir du jeu vidéo, tu vas voir de la culture, du patrimoine. Donc on n'est pas dans le, on dirait dans le travers d'être mono. On a la chance que la French Touch, ça couvre finalement tous les champs de la création artistique. Et donc ça crée une vitrine qui est extrêmement sympathique et amusante et intéressante pour le visiteur. Et entre nous, ça crée en plus des interactions et des opportunités de se rencontrer. Ça donne des idées. Un projet comme oui, mais un projet comme Notre-Dame de Paris à Dubaï, finalement, il n'est pas possible sans la rencontre avec le groupe L'Oréal, qui est notre parrain. Il n'est pas possible sans la rencontre avec l'établissement public chargé de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est l'État français. Et on arrive sur des partenariats publics-privés, mais start-up grands groupes, assez hétéroclites sur le papier, mais qui fonctionnent très très bien quand on les met en œuvre. Donc voilà, je trouve que c'est d'autant plus une bonne idée de multiplier ce genre de présentations qui ont la chance ou l'avantage d'être très séduisantes et très amusantes à visiter. Sur la partie frein, peut-être je reviens dessus, sur le sujet technologique et hardware. Est-ce que ce sujet, on a parlé beaucoup de la finalité, de la démocratisation de la culture, mais justement les moyens pour y arriver, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de ce sujet-là. Est-ce que c'est quoi les enjeux aujourd'hui et problématiques ? Les enjeux, alors le plus facile quelque part, c'est peut-être la réalité augmentée où les gens peuvent utiliser leur propre téléphone. Donc déjà, on enlève un certain nombre de problèmes. La réalité virtuelle, c'est ultra immersif. Et là, vous pouvez tester un certain nombre d'expériences. Vous avez Lady Sapiens, vous avez Notre-Dame aussi en réalité virtuelle. Vous en avez peut-être d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème du hardware et du fait qu'il faut un staff à côté. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, il faut arriver à faire des expériences qui sont aussi suffisamment courtes parce que on a besoin d'espace, on a besoin d'avoir du débit. Donc, on l'a vécu dans des musées, c'est faisable, mais c'est pas si facile que ça. Le fait d'avoir des hardware qui sont de plus en plus faciles à utiliser, type Quest, parce que c'est des casques autonomes, ça simplifie la vie. Sauf qu'un Notre-Dame, on arrive à l'optimiser sur Quest, mais un Lady Sapiens, pour l'instant, on n'y arrive pas. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive, parce que c'est trop gourmand. Donc les casques vont encore évoluer. Hein. Enfin, la réalité virtuelle, elle n'a pas du tout dit son dernier mot. Et ça reste le média le plus immersif. Et il y a des progrès qui sont faits tout le temps sur les casques. Donc en fait, ça vaut le coup de continuer de regarder ce qui se passe. Après, il y a tout ce qui est expo immersive, etc. Mais je pense que tous les contenus qu'on va pouvoir produire, il faut penser flexibilité. Et se dire, je vous donne un exemple, quand il y a eu l'expo Cité Millénaire, c'était une expo immersive avec des grandes projections à l'Institut du monde arabe, complétée par des petites vidéos, des petites interactions, et puis complétée par la réalité virtuelle. Et quand ils l'ont vendu au Smithsonian à Washington, le Smithsonian a dit « Ah mais moi, il y a 3 parties qui m'intéressent, mais la 4e ne m'intéresse pas. » Pas de problème, on fait 3 parties. Et puis, du coup, on a fait aussi l'adaptation pour la version en réalité virtuelle, où la 4e partie, qui était les petits Magna, qui les intéressait moins, on ne l'a pas mise. Et c'est OK. Et il faut garder cette flexibilité, parce que sinon, nos expos, nos contenus ne pourront pas voyager. Donc, plus on sera flexible, et plus on pourra aller justement à l'export et rayonner. Et puis, s'ils se rendent compte que c'est facile de bosser avec nous parce qu'on est flexible, ils auront plus envie de bosser avec nous. Flexibilité, agilité. Frédéric, est-ce qu'un mot sur ces sujets internationaux et innovation Alors oui, enfin sur l'approche un peu de l'outil, nous on a imaginé quelque chose qui était facile d'accès parce que d'emblée on a pensé que c'était un accès pour tout public, y compris des personnes âgées qui n'ont pas forcément l'habitude de manipuler des outils digitaux. Et donc là, à travers le musée numérique, on a des tablettes qui sont assez simples d'utilisation et on peut faire tout un tas de trucs avec ça en zoomant, comment on fait ça, comment on fait sur notre téléphone, etc. Donc on a imaginé quelque chose qui soit très simple d'utilisation partout où on les installe.
Et encore une fois, il faut à l'intérieur de ces dispositifs qui sont très simples à mettre en place dans des lieux comme celui-là, par exemple, qui existent dans n'importe quel lieu. Moi, j'ai inauguré une microfolie, par exemple, à Coussins, 350 habitants dans l'Allier, ou le trail le week-end dernier dans le Pays de Caux en Normandie. Bon, c'est pas des grandes villes, ils n'ont pas de grands moyens, mais il y a toujours à l'intérieur de ça, il y a des maires qui sont ultra actifs, qui ont envie de faire des choses. C'est facile de trouver des gens qui sont aussi volontaires pour faire de la médiation, etc. Donc nous, on forme les médiateurs, et donc le principe d'interaction fonctionne. Donc il faut pour ça qu'il y ait un outil qui soit simple d'utilisation. Dès lors qu'on a installé ça, on voit que le dispositif marche très très bien, puisque ça s'adresse aussi bien à des jeunes gens, des enfants qui manipulent ça de manière très facile, mais aussi des personnes âgées qui peuvent venir le week-end, par exemple, ou en semaine, l'utiliser de manière très simple aussi, parce que c'est facile d'utilisation. Voilà, donc nous, je veux dire, la force de ce projet, c'est vraiment de pouvoir l'installer facilement. C'est un coût d'investissement qui est très peu onéreux, c'est 40 000 € pour avoir un musée numérique, c'est très peu onéreux, donc avec l'aide des préfets, du ministère de la Culture, etc., enfin il y a des aides, y compris des collectivités territoriales, on peut installer ce dispositif dans des lieux de manière très simple. Et du coup, là-dessus, on voit bien les retours d'expérience qu'on a quand on va dans ces lieux-là pour les inaugurations ou ensuite après dans le suivi, on voit bien que ça rencontre un grand succès. On va passer à des étapes un petit peu plus sophistiquées maintenant, parce que par exemple l'Opéra de Paris fait une opération dans 15 jours où on va diffuser sur tous les réseaux de microfolie un ballet en live. Donc ça va pouvoir se faire de manière plus systématique à partir de maintenant, parce qu'on va être plus équipé, puis on a plus d'expérience, au fur et à mesure on apprend. Mais voilà. Et là, alors, les atouts qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on s'appuie sur des partenariats locaux aussi. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a présenté la collection nationale dans les régions, tous les lieux demandent, mais est-ce qu'on pourrait avoir aussi une collection régionale ? Donc on s'est appuyé sur les interlocuteurs régionaux. Donc par exemple, on a fait une première collection dans les Hauts-de-France. On a sélectionné avec la région des Hauts-de-France 20 musées dans les Hauts-de-France. On a fait une collection et on a mis à disposition dans toutes les microfolies de France et à l'étranger les musées des Hauts-de-France. Et de la même manière, on fait ça dans le Grand Est, on est en train de faire celle de Normandie, l'Île-de-France est en cours. Et à l'étranger, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des partenariats à chaque fois, ou dans chaque ville, il y a toujours des musées, un ou plusieurs, et à chaque fois, on peut, parce que tous les musées, normalement, numérisent ou sont en train de numériser leurs œuvres, et on peut ajouter à ces collections. De sorte que quand on est à l'étranger ou n'importe où dans le monde, on peut avoir accès à n'importe quel musée, finalement, français ou étranger. Et ça, c'est un peu la force aussi de ce dispositif-là, parce qu'on l'a imaginé aussi de manière très simple. Quand on va le sophistiquer un peu plus, on verra quel frais on aura. Et puis, tout à l'heure, je disais, c'est important de venir en complément. Donc, un autre exemple d'une chose qu'on a faite, c'est dans les jardins du château de Versailles, il n'y a pas de médiation. Il peut y en avoir à l'intérieur, mais il n'y en a pas à l'extérieur. Mais là, on a proposé une médiation pour que les familles puissent visiter les jardins du château de Versailles. Et c'est une petite application qui est gratuite et qui est en réalité augmentée avec les téléphones des familles. Et où c'est les lapins crétins qui ont envahi le jardin du château. Et on se retrouve avec plein de mini-jeux qui finalement ont une vertu pédagogique, parce que les lapins crétins, eux, ils font n'importe quoi, mais en même temps, ils vous permettent d'apprendre comment fonctionnent les fontaines, à quoi ressemble toute la végétation qui est quand même très très structurée à Versailles. Voilà. Et on se retrouve à apprendre avec les lapins crétins, et c'est tout à fait possible, et avec un outil numérique qui permet d'engager encore une fois les enfants, les familles, de créer le dialogue aussi en famille. C'est vrai que le mot engagement, moi j'ai été surpris de rencontrer aux États-Unis des CEO dans les musées qui sont des Chief Engagement Officers, donc qui prennent ça très au sérieux. Et je crois que tous les moyens sont bons si on vise à réveiller la curiosité qui sommeille chez le visiteur. Et en fait, c'est ensuite le visiteur qui visite, c'est jamais nous. Donc on va être un médium, en quelque sorte un outil, pour créer le lien avec le monument, avec le musée, avec les collections du musée. Et je pense que ce qui est primordial, c'est que cet outil donne envie de regarder l'œuvre, donne envie de regarder les murs,
et finalement provoque un plaisir de visite chez le visiteur qui, lui, a changé. Le visiteur aujourd'hui, il est sursollicité, il a dans sa poche Google, Facebook et les autres. Et le temps de culture fait que si on ne répond pas à son impatience, à son exigence, à sa volatilité, on va le perdre très très vite. Et donc tout l'art, je crois, de cette French Touch dans la valorisation du patrimoine, c'est de commencer par intéresser le visiteur et ensuite faire en sorte que, sur la base d'un même contenu, validé scientifiquement, de très bonne qualité graphique, qui exprime la beauté finalement ou l'intérêt du sujet, sur la base d'un même contenu, laisser chacun faire sa visite à son rythme, alors dans sa langue, bien évidemment, à son rythme, selon ses centres d'intérêt. Et donc on s'aperçoit qu'à la fin, dans l'ordre ou dans le désordre, le visiteur de la visite moyenne, elle va à peu près voir un tronc commun, mais elle ne va pas le voir de la même façon. Donc cette nouvelle médiation culturelle avec le digital, elle correspond bien au nouveau public, si je peux parler comme ça, du XXIe siècle. Et elle n'est pas générationnelle. Ça, c'est aussi important à mes yeux. Elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire que quand vous voyez une famille qui arrive et vous voyez soudain les grands-parents qui s'intéressent à la curiosité de leurs petits-enfants, parce qu'elle est partagée, parce qu'une chasse au trésor nous emmène à discuter du fonctionnement d'une horloge au XVIIe siècle ou d'une machine de Léonard de Vinci ou d'un pont-levis, et qu'il faut être ensemble pendant ce moment de culture pour réussir la chasse au trésor pour les enfants et pour profiter de ses petits-enfants pour les grands-parents, ça marche très bien. Et la culture joue un rôle très fort d'abord d'être vivante et ensuite de, je pense, cimenter une relation humaine fondamentale qu'on recherche ensemble, je crois, quand on essaye de s'ouvrir à ce qui nous entoure, aux autres et bien sûr à la richesse de notre patrimoine. Ça touche à la diversité de la médiation culturelle qui justement permet cette démocratisation de la culture entre des choses qui touchent, on va dire, que aux émotions comme l'Atelier des Lumières ou Sensory Odyssée, où là on est vraiment, en termes de médiation culturelle à proprement parler, on est un petit peu loin, mais on est vraiment dans l'émotion, dans la sensation, etc. Et un musée très traditionnel qui est en effet plus difficile d'accès. C'est tout ce que vous venez de dire justement sur cette personnalisation finalement que permet la digitalisation. Jusqu'à quel point on peut aller dans cette personnalisation, jusqu'à quel point vos outils permettront d'avoir vraiment un parcours différent en fonction de l'âge, du centre d'intérêt, etc. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on en parle beaucoup dans les autres ICC, dans la mode, dans le jeu vidéo, etc. Et là, dans la culture, comment on peut personnaliser encore mieux cette médiation? C'est sûr que l'histoire de France, c'est pas le livre dont vous êtes le héros. Hein. Donc Napoléon sera sacré empereur à Notre-Dame de Paris en 1804. Bon. L'histoire, c'est l'histoire, et c'est une matière, je dirais, sérieuse. Et sa transmission aux générations actuelles et aux générations futures fait partie de notre projet culturel. Donc comment individualiser le parcours du visiteur dans un univers qui doit rester sous contrôle de sa véracité scientifique. Donc ça, c'est tout, je dirais, l'art et la manière que permet l'interactivité. En fait, la clé, c'est l'interactivité. À partir du moment où vous laissez le visiteur choisir, c'est-à-dire que vous ne changez pas le récit, mais vous le laissez choisir par quel moment ou par quel bout du récit il rentre dans cette histoire, dans ces histoires, dans ces lieux. Tout à l'heure, je parlais de flexibilité pour l'export, mais en fait, la flexibilité, on en a aussi besoin pour le visiteur. Et ça peut être des choses aussi simples que dire
Si tu veux, tu cliques là et tu as la vidéo de 45 secondes qui va t'expliquer telle et telle histoire, mais si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de la voir, la vidéo. Et tu peux juste passer à la scène d'après. Et si tu n'as pas envie de visiter telle salle du musée, c'est pas grave. Tu n'es pas en train de louper quelque chose. Après, si on a envie de les inciter à faire toutes les salles, on peut gamifier et puis ils peuvent gagner des badges à chaque fois qu'ils vont regarder une vidéo. Mais ce n'est pas obligatoire. Et donc cette flexibilité, il faut l'intégrer, c'est à nous de l'intégrer dans nos expériences pour que d'abord la visite, l'utilisation de ces outils technologiques soit hyper intuitive et hyper facile, et puis qu'elle reste flexible pour que chacun y trouve son compte. Parce qu'on ne pourra pas, nous, inventer les différents types de personnalités et puis faire 50 expériences différentes pour le même lieu. C'est juste pas possible. Pour revenir aussi sur l'accessibilité, j'ai une image très 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 jolie. C'était l'Expo Cité Millénaire, donc qui se termine par cette expérience en réalité virtuelle dans une zone de 3 mètres par 3 mètres dans laquelle on se balade. On met le casque de VR et puis un pas dans le musée correspond vraiment à un pas dans le souk d'Alep ou dans l'église Notre-Dame de l'Eure à Mossoul ou au milieu des ruines à Palmyre. Il y a une dame de 90 ans, originaire de Mossoul, qui est allée visiter l'exposition. Elle était en fauteuil roulant et elle était poussée par sa fille qui avait 70 ans. Donc elle visite toute l'expo. C'est formidable, cette dame, elle n'est pas retournée à Mossoul depuis des années et des années. Donc elle est très émue et puis elle termine par la visite en VR. Et la dame est sur son fauteuil roulant. Elle a un casque de VR. Sa fille la balade dans cet espace de 3 mètres par 3 mètres. Et parce que le casque capte les mouvements, elle a une expérience qui est... Vous qui êtes debout, c'est un pas dans le musée correspond à un pas sur place. Et bien là, c'est un tour de roue qui correspond à un tour de roue sur place. Et elle s'est retrouvée à pouvoir se balader dans le souk d'Alep et au milieu des ruines et à l'Eptis Magna. Et ça, c'est incroyable. Et on peut le faire de la même façon avec Notre-Dame. Là, si vous testez Notre-Dame en réalité virtuelle, c'est pareil. Vous pouvez marcher, mais vous pouvez aussi être juste... quelqu'un qui a mobilité réduite peut être dans un fauteuil et se retrouver à visiter Notre-Dame, ce qui n'était pas du tout possible. Enfin, c'est pas possible de monter les escaliers de Notre-Dame quand on a un fauteuil. Voilà. Donc il y a aussi cette accessibilité, soit parce qu'on n'est pas en capacité d'aller sur le lieu physiquement, soit parce qu'on est loin, soit parce qu'il est inaccessible, soit effectivement parce qu'il a été détruit. Faut agir. Ce n'est pas essentiel là non plus. Non. Non, Frédéric, s'il y a un dernier mot sur la Non. partie niveau de la médiation culturelle pour s'adapter à son public. Mais moi, de manière générale, par rapport à tout ce qu'on fait en ce moment, des différentes expériences, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on est un peu au départ, on est un peu au début, c'est un peu le cinéma façon 19e siècle, la fin du 19e siècle, c'est le début, quoi. Et tout est encore à faire et à construire, à inventer, quoi. Donc il y aura dans les prochaines années des dispositifs, des créations, des gens qui auront des idées géniales sur un certain nombre de manières de présenter à la fois les œuvres et à la fois d'interagir et de faire interagir, etc. Je veux dire, sur la création, par exemple, avec les casques VR, etc. On est au début. Enfin, je veux dire, on a tous vécu des expériences un peu comme ça, mais on voit bien qu'il y a un potentiel énorme et on se dit, mais ça, dans 20 ans, dans 30 ans, mais ça va être absolument incroyable ce qui va se passer avec ça, parce qu'on voit très bien le potentiel. Simplement, ça demande un petit peu de temps pour qu'à la fois il y ait des créateurs qui arrivent à trouver des solutions, qu'il y ait à la fois des techniciens également qui se proposent des solutions techniques adaptées, et puis à la fois des visiteurs qui petit à petit s'emparent des outils. Ça prend du temps, mais on voit très bien le potentiel. On a fait... Moi, je me souviens quand on a présenté TeamLab, le collectif japonais, à la Villette, il y a 3-4 ans, etc. Enfin, je veux dire, c'était une expérience fabuleuse. On était en immersion totale dans des œuvres, dans des images absolument incroyables. Le succès d'un collectif qui était absolument inconnu. C'est la première fois qu'il venait en France. On a démarré tout doucement, etc. On a terminé à 300 000 visiteurs. Enfin, c'était juste... même nous, on n'y croyait pas, quoi. Enfin, et ça a eu un succès phénoménal. Donc on voit bien, et là pareil, quand on fait ce type d'expérience, on se dit, mais c'est pareil, dans 10 ans, mais je veux dire, on va trouver ça un peu ringard dans le rétroviseur, mais il y aura des choses qui seront encore plus extraordinaires, encore plus fabuleuses. Et puis il ne faut pas sous-estimer effectivement l'appétence du public et leur envie de découvrir, quel que soit leur âge. C'est pas un frein. Et puis même la réalité virtuelle, qui dans tout ça est quand même, au niveau tech, c'est quand même assez avancé, mais une fois que le machin est branché et qu'il marche, on met le casque et on marche. Enfin, c'est ultra facile comme expérience. Donc, il ne faut pas hésiter à s'emparer de ces outils, à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir inventer et voir les opportunités
créatrice de cette tech et surtout pas comme un frein ou une opposition au patrimoine. Peut-être pour compléter, on voit bien effectivement que le numérique, il est de plus en plus intégré dans les musées. C'est plus quelque chose qui se rajoute, mais c'est vraiment, il est pensé des fois dès la conception d'une nouvelle exposition. Et je crois que de ces rapprochements, de ces collaborations de plus en plus poussées entre d'un côté des startups, des acteurs qui maîtrisent la technologie, et de l'autre des acteurs, notamment muséaux, qui maîtrisent justement ces compétences scientifiques, on va arriver à des projets vraiment superbes. Et on voit que, voilà, je trouve que c'est le numérique, voilà, ne vient pas du tout remplacer le rapport direct à l'œuvre, mais vient vraiment l'enrichir. C'est vraiment dans cette logique-là que sont pensés les projets, avec une dimension, on a vu effectivement ludique, pédagogique, qui est forte. Et une fois, j'avais échangé avec le studio Lucid Reality, qui a travaillé notamment avec les musées d'Orsay, de l'Orangerie, autour d'une œuvre en réalité virtuelle sur les nymphéas de Claude Monet. Et quand le musée avait ensuite fait un peu une étude du public par rapport à la réception de cette œuvre, ils avaient remarqué que les visiteurs allaient d'abord voir la salle des nymphéas de Monet, ensuite vivaient l'expérience en réalité virtuelle, qui montrait cette obsession de Monet pour ces nymphéas, et ensuite retournaient dans la salle à la lumière des compétences, des connaissances acquises, pour redécouvrir avec un nouveau regard l'œuvre. Et donc on voit bien cette complémentarité, et absolument pas du tout un effet de substitution, hein. C'est vraiment une complémentarité, je pense, de plus en plus forte qui existe entre patrimoine et numérique. Ouais. Alors le rédacteur en chef d'Historia, il dit par exemple que Assassin's Creed, c'est la porte d'entrée dans l'histoire pour des millions de joueurs dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout apprendre dans Assassin's Creed, mais ça peut leur donner le goût pour aller ensuite aller plus loin et s'intéresser au sujet histoire au lieu d'être juste assis au fond d'une classe. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure cette table ronde. Merci vraiment à tous. On peut synthétiser en disant que la France, elle est riche de son innovation et de sa culture, que c'est un beau mariage de raisons qui permet à la culture de se réinventer, de passer une nouvelle échelle et de se démocratiser, comme on l'a beaucoup dit. Ouais, je me permets, non mais je te laisse la conclusion, je me permets juste, pour ceux qui veulent découvrir justement tous ces talents français, demain sur le site IAF Digital dont je vous parlais tout à l'heure, et là vous pourrez découvrir, je fais un peu mon promo, hein, désolé, mais vous pourrez découvrir sur ce site toutes les œuvres et les acteurs qui proposent ces expériences incroyables. Merci Anne-Sophie. Donc juste pour finir la conclusion, donc c'est vrai que toutes ces innovations, ça permet aussi à toutes ces innovations françaises de s'exporter toujours mieux, et la French Touch doit continuer en effet en ce sens, et on va être là aussi pour la soutenir. Mais c'est un très bel exemple de transversalité entre la tech et la touch, justement, qui permet à la technologie de se servir, de mieux servir le patrimoine, et le patrimoine, la renommée du patrimoine français, de mieux valoriser toujours aussi nos technologies françaises. Voilà, merci à tous. Merci.